toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, on va faire un saut quantique pour notre focus du jour. On vous emmène à la rencontre de la chercheuse australo-britannique Michelle Simons, la papesse de l'informatique quantique. Il a une idée derrière la tête, c'est la tech aussi. D'ailleurs, c'est un peu mon papa moi. Tiens, c'est Gaël Musquet. Gaël aujourd'hui, plus historique que The Crown, plus haletant que le dernier épisode de House of the Dragon. On va plonger avec toi dans une saga, celle de Météosat. Tout à fait, ce sont un peu nos anges gardiens. Ces satellites, ils veillent sur nous, sur le temps qu'il va faire, le temps qu'il fait. Et donc on va voir dans cette chronique comment cette constellation de satellites est devenue indispensable pour notre sécurité. Et bien dans notre question du jour, on va parler d'autres anges gardiens, les seniors. Tiens, la France compte aujourd'hui 15 millions de retraités, des seniors qui jouent un rôle de plus en plus important auprès de leurs petits-enfants et de leurs enfants. Super-héros de l'entraide, relais de transmission, les grands-parents prennent le pouvoir dans l'école du futur. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Hélène Boulet-Suppot, vous êtes la fondatrice d'Edukawa, une plateforme qui met en avant le soutien scolaire intergénérationnel. En gros, vous aidez les seniors à mieux comprendre les programmes scolaires de leurs petits-enfants dans un premier temps. Bonjour à vous. Bonjour. Et Titouan Levard, vous êtes directeur général adjoint de Silver Valley. C'est le premier cluster européen d'innovation au profit des seniors. Vous venez de publier une étude qui va nous être très précieuse aujourd'hui, la France des seniors 2022-2027. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et c'est peut-être la scientifique et entrepreneur qui détient les clés de l'ordinateur quantique, ou plutôt de son transistor. Les recherches de Michelle Simons font bondir l'informatique quantique. Xavier Terrade joue au chat de Schrödinger pour ce portrait rôle modèle. Beaucoup l'appellent la reine du quantique. Le destin de Michelle Simons a commencé à s'écrire alors qu'elle n'avait que 8 ans. L'Anglaise a eu le déclic lors d'une partie d'échecs disputée avec son père, lors de laquelle elle l'a mis échec et maths en 20 minutes. Mais c'est à l'âge de 12 ans que ses professeurs décèlent un niveau bien au-dessus de la moyenne en physique. D'abord chercheuse en physique quantique au laboratoire Cavendish de l'université de Cambridge, la londonienne, née en 1967, a décidé de poursuivre sa carrière en Australie, là où en 1999, un groupe de chercheurs de l'université de Nouvelle-Galles du Sud a découvert une technique qui pourrait permettre la création d'ordinateurs quantiques. Elle trouve sur le sol australien une liberté académique où on pouvait devenir très jeune leader dans son domaine. Elle permet alors à ce pays, qui lui donne l'opportunité d'avancer dans ses recherches, d'être à l'avant-garde devant les États-Unis. Désormais, à la tête d'une équipe de 70 chercheurs de haut niveau. Elle est connue pour être la première au monde à avoir fabriqué un transistor monoatome en 2012. Cette invention l'a fait entrer dans le livre des records, mais elle ne s'est pas arrêtée là. La physicienne a réuni plusieurs atomes et développé l'unité de base d'un ordinateur quantique. Avec elle, on n'est plus dans le système binaire des ordinateurs classiques. Les calculs sont bien plus importants. Cette scientifique a ainsi reçu de nombreux prix. Membre de l'Académie australienne des sciences depuis 2006, elle a reçu une décennie plus tard le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en 2017. Mais cela ne suffit pas à son bonheur. Le profil d'une femme tout aussi exigeante qu'attachante. Son rêve qu'avec le silicium, un ordinateur quantique puisse être commercialisé et accessible à tous de son vivant. On aime les femmes en sciences, évidemment, dans l'école du futur, et on continuera à dérouler ces portraits ensemble tout au long de ces semaines. Mais tout de suite, on va ouvrir le talk. Première partie, les seniors ont un super pouvoir, oui, celui de l'entraide. Et pour parler aujourd'hui de cette éducation intergénérationnelle, mes invités sont Hélène Boulet-Suppot. Hélène, vous êtes la fondatrice d'Edukawa. C'est une plateforme qui est née des confinements, si je ne m'abuse, pour aider parents et surtout grands-parents à mieux comprendre les programmes scolaires de leurs enfants. Oui, l'idée, c'est de donner des outils aux familles, aux grands-parents en priorité, parce que les grands-parents ont plus de temps et ils ont plus de recul aussi. Et en même temps, ils sont assez éloignés des programmes scolaires, parce que ça fait longtemps qu'ils sont allés à l'école, ils n'ont pas toujours fait d'études, et puis ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Les mots ont changé, les méthodes ont changé, ils ne se sentent pas forcément capables. Et c'est ça, en fait, le grand mot, c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils se sentent capables
et qu'ils puissent se dire oui, je peux le faire, je peux aider mes petits-enfants, j'en suis capable. Et j'en suis capable, quelle que soit la matière. Voilà. Absolument. Moi, il y a un des trucs qui mérite le plus par rapport le portrait qu'on vient de voir là, c'est d'entendre quelqu'un qui dise non, mais dans la famille, on est nul en maths. Aucune famille n'est nulle en maths. Il n'y a pas de fatalité par rapport aux sciences et aux maths. Aucune fatalité, et c'est ça qu'on veut donner. On veut des outils, on veut donner des outils aux familles, aux grands-parents en particulier, en disant il n'y a pas de fatalité, on peut le faire. Et si vous pensez que vous pouvez le faire, vos petits-enfants, vous pensez qu'ils peuvent le faire aussi. Et c'est ça qui est très intéressant. Et on va revenir justement sur cet enthousiasme pour la transmission notamment des seniors. Enthousiasme aussi du côté de Silver Valley. Avec vous, Titouan Lebar, vous êtes le directeur général adjoint de ce cluster d'innovation. C'est le premier en Europe dédié à la Silver Economy. C'est vraiment toutes les solutions, toute l'innovation tech, mais pas que, qui va pouvoir être mis au profit des seniors. Tout à fait. On accompagne, nous, environ 300 structures dans le développement du coup de leur innovation. Ce sont des structures qui ne sont pas forcément lucratives, mais des innovations. Il y a des structures comme des institutions qui sont très innovantes, très ingénieuses pour finalement réinventer leur pas proposition de valeur, mais leur moyen de faire auprès de cette population qui grandit en proportion parmi leurs bénéficiaires. Donc voilà, c'est ça notre travail, c'est faire une innovation qui soit utile finalement pour tous, et pas une innovation qui soit finalement dédiée à seulement une petite partie de seniors privilégiés, mais vraiment une innovation pour tous. Et en ce sens, on s'inspire de ce que nous disent les seniors pour pouvoir finalement apprendre Eh bien, on va essayer, nous, de mieux les connaître, justement, ces seniors, au moment où la réforme des retraites est évidemment en plein débat. Certains seniors persistent à travailler, on les appelle les persistants d'ailleurs, c'est aussi simple. Ils seraient près de 400 000 en France à être officiellement à la retraite, mais à continuer à vouloir avoir une activité. Ils ne veulent pas raccrocher, ces seniors-là. Ce sont des chiffres de l'INSEE, les derniers valables datent du recensement de 2019. L'explication, c'est qu'il leur est impossible, et c'est eux qui le disent comme ça, de vivre en retrait de la société, Titouan. Tout à fait. En fait, c'est un peu sociologique ce que je vais dire, mais quand on passe à la retraite, quand on a fin d'activité professionnelle, finalement, la société renvoie... on a l'impression que les seniors ont une perte d'utilité sociale, une perte finalement d'identité au sein de cette société, et finalement, le fait de ou continuer à travailler, ou finalement se réinventer une nouvelle carrière dans l'associatif, transmettre du mentorat de compétences, c'est une façon de finalement réinventer ce nouveau projet de vie, cette nouvelle carrière. C'est presque 20 ans à la retraite qu'on a, donc on a le temps d'imaginer un vrai projet construit sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle la grand-parentalité active, je crois, Hélène. Oui, la grand-parentalité active. Pas évident à dire. Non. La grand-parentalité active, c'est se sentir investi d'un rôle vis-à-vis des petits-enfants et réussir à agir pour s'occuper d'eux. Alors, s'occuper d'eux, ça prend plein de formes différentes. Il y a évidemment, alors nous, on s'est concentré sur l'éducation et les apprentissages scolaires, mais ça commence bien avant par la lecture d'histoire, super importante. Ça prendre le temps de lire des histoires aux enfants, ça permet de développer leur vocabulaire, ça permet de développer leur goût pour la lecture, qui va être extrêmement important ensuite, plus tard. Mais il y a aussi de la garde d'enfants simple, très basique, qui est que j'ai un enfant malade. Enfin, moi, j'ai élevé 4 enfants. Quand vous avez un enfant malade, il ne va pas à l'école, il faut quelqu'un pour le garder. Et les grands-parents aussi, ils sont disponibles, ils sont les bienvenus pour pouvoir être là. Donc, il y a tout simplement ça. Et puis, il y a des moments d'échange simples. Le simple fait de jouer ensemble, de faire des choses ensemble, il se passe plein de choses en transmission extrêmement importantes. Ouais, cette transmission, ce lien intergénérationnel, Titouan, ça repose la question de l'utilité sociale des seniors et même du bien vieillir finalement. Plus ils vont pouvoir se sentir investis, on le disait tout à l'heure, mieux justement ils vont pouvoir continuer à apporter, à contribuer à ce fonctionnement sociétal et familial.
Ouais, tout à fait. Je reviens sur le chiffre, enfin ce que Hélène disait sur la garde d'enfants, c'est 23 millions d'heures de garde hebdomadaires, donc c'est assez monstrueux, 650 000 emplois temps plein. Donc il y a une véritable utilité. Là, c'est incontestable et les seniors eux-mêmes le disent, ils se sentent utiles en faisant ça, mais pour eux, c'est un vecteur d'épanouissement aussi, un vecteur d'apprentissage aussi pour eux. Et c'est en ce sens que c'est un véritable moyen finalement de prévention pour continuer à vivre son avancée en âge plus sereinement. La stimulation cognitive, là c'est la science qui nous le dit, que continuer à avoir des activités cognitives est un moyen finalement de conserver son autonomie. C'est du gagnant-gagnant, hein, si on vous écoute bien tous les deux. On va essayer de revenir sur le portrait robot de ces seniors, parce que c'est vrai que dans l'étude notamment que Silver Valley a publiée en toute fin d'année dernière, vous étudiez cette France des seniors de 2022. Vous anticipez même sur 2027, les 5 ans à venir, comprendre comment justement on peut capitaliser sur ces seniors-là. On parle de retraités, on parle de seniors, vous employez même le terme, c'est vraiment vous, hein, de nouveaux vieux dans cette étude. On parle de qui exactement? Parce que ces seniors aujourd'hui, ils vont de 55 à 80 ans. Tout à fait. Alors 55, c'est pas un hasard qu'on ait choisi de faire cette étude-là, parce qu'à 55 ans, en France, aujourd'hui, on est aidant. C'est-à-dire qu'on aide un parent âgé en général qui est en début de perte d'autonomie ou en perte d'autonomie. Et c'est le moment aussi où les enfants partent de la maison et on finit finalement son rôle de parent en tant que tel. Ces nouveaux vieux, ils sont assez différents des autres. Ils sont très loin finalement des clichés qu'on a du senior ultra consommateur qui passe ses vacances aux Maldives et de l'autre côté le senior ultra dépendant dans sa maison de retraite. Je vous dresse un portrait vraiment très large. Au moins on comprend bien. On comprend bien. Il y a finalement une énorme majorité silencieuse qui est engagée, qui transmet, qui aide ses petits-enfants. Et finalement, c'est cette frange-là qui est intéressante. C'est les présidents d'associations, c'est ceux qui viennent faire du portage de repas ou des maraudes. C'est ceux qui sont aussi dans les clubs de sport, dans les clubs de musique. Voilà, c'est ceux-là finalement qu'on n'entend pas, mais qui sont aussi finalement des piliers, des amortisseurs sociaux de notre société. Et c'est un Français sur 4, hein, c'est ce que vous dites dans l'étude. Alors c'est un Français sur 4 qui aujourd'hui transmet ses compétences professionnelles seulement. Enfin voilà, finalement on a une grande marge de manœuvre et de progression en tout cas sur ces vecteurs-là, en effet, et 33% qui ont un engagement bénévole tous les mois. C'est très important parce que ce sont justement, le public cible d'Edukawa, Hélène Boulet-Suppot. Ce sont ces seniors-là, c'est nouveau vieux, encore une fois, je reprends l'expression, elle est vraiment, en l'occurrence, amicale plus qu'autre chose. L'idée, c'est de se dire, et vous l'avez vécu après les premiers confinements, hein, cette idée d'Edukawa, elle est née à ce moment-là, pour que justement ces grands-parents puissent continuer à être le relais de transmission, le support finalement de soutien scolaire qu'ils peuvent être, encore faut-il qu'ils comprennent bien les programmes scolaires de leurs petits-enfants, du CP au CM2. Donc comment faire pour les aider là aussi à avoir toutes les clés pour continuer à avoir ce rôle d'aidant scolaire une fois la classe terminée? La première chose, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'on a appelé leur super pouvoir. Nous, notre illustration, notre meilleure illustration, c'est une mamie avec une cape de héros. On pense d'ailleurs un jour décliner cette cape de héros. Et ce qu'on a voulu travailler avec Edukawa quand on a démarré, c'est effectivement ce que disait Titouan, c'est l'utilité sociale des seniors. C'est que aujourd'hui, on parle du coût des retraites, un coût pour la société qui est réel, qui est énorme, mais en même temps, les seniors, c'est une ressource absolument fantastique. Et c'est bien aussi de les regarder comme ressources, et c'est bien qu'eux-mêmes se voient comme ressources. Et quand ils sont dans l'échange avec leurs petits-enfants, quand ils s'occupent de leurs petits-enfants, il y a plein de phénomènes positifs pour eux. D'abord, il y a un phénomène qui est effectivement l'échange, le lien social, c'est ce qui rend le plus heureux et qui permet de mieux vieillir en fait. Donc cet échange, il est super bon pour eux et il est super positif aussi pour leurs petits-enfants, et parce que ils permettent d'abord de donner de l'attention. Or, ce qui permet le mieux d'apprendre aujourd'hui, c'est pas un écran, c'est l'attention partagée. Ce qui s'appelle l'attention partagée, c'est ce que les neurosciences ont montré. Donc, quand on a une attention partagée sur un devoir, et notamment par quelqu'un qui vous aime et qui
n'a pas envie de faire de vous quelqu'un de parfait, parce que la caractéristique des grands-parents par rapport aux parents, c'est qu'ils ont renoncé à l'enfant parfait. Ils savent que... Ils l'ont déjà fait avec leurs propres enfants avant, sur une génération qui précède. Donc au moins, du coup, ils peuvent lâcher un peu plus la bride sur les petits-enfants. Exactement. Et en fait, le fait de lâcher la bride et d'être dans une bienveillance, finalement, enfin, il y a moins de tension et on arrive à mieux communiquer. Puis les petits-enfants apportent plein de choses aussi à leurs parents, parce qu'ils apportent une dynamique, de vie et d'utilité qui est extrêmement forte et bénéfique pour les deux. Donc, et alors eux-mêmes, qui éventuellement n'ont pas fait d'études. Alors c'est vrai que quand on vous demande un tableau de numération, par exemple, que vous n'avez absolument aucune idée de ce que c'est. Parce que parfois le vocabulaire a changé aussi d'un programme à l'autre, d'une réforme à l'autre. Il a drastiquement changé et les maths font extrêmement peur notamment, alors qu'un tableau de numération, c'est les unités, les dizaines, les centaines. Et ça, la très très grande majorité des grands-parents sait faire. Et sur Educawam, on fait des vidéos avec des pâtes dans la cuisine ou des lentilles et on montre que on peut expliquer les unités, les dizaines, les centaines et les tableaux de numération en jouant avec des pâtes et des lentilles dans la cuisine. C'est ça le principe. Donc on remet à jour justement ses grands-parents et aujourd'hui ses parents aussi, avec ces vidéos courtes. C'est un abonnement de 4,99 €, si je dis pas de bêtises. 4,99 € par mois. C'est le bon pricing justement pour que ses grands-parents, ses parents puissent justement mieux être mis à jour sur les connaissances de leurs enfants. Alors l'objectif, c'est l'impact social. Educawa, c'est une ESS, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est pas de donner un outil de plus à tous les parents et les grands-parents qui ont plein de moyens. Eux, ils en ont pas besoin en fait d'outils. L'objectif, c'est de donner un outil à ceux qui ont moins fait d'études, ont des retraites plus faibles et donc avec un prix accessible. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis ce prix à 4,99 €. Et quand les grands-parents, justement, viennent vous voir et s'inscrivent sur Educawa, prennent un abonnement, ils viennent avec quelle envie? On a parlé d'utilité sociale, du bien vieillir tout à l'heure avec vous deux, mais est-ce que là aussi, il y a un enjeu de se dire, je veux comprendre aussi comment est-ce que l'éducation fonctionne aujourd'hui? Si je ne m'y intéresse pas maintenant, je ne m'y intéresserai jamais. Alors, ils ne sont pas encore là. Mais j'espère qu'ils vont y venir. Et puis, mais ils sont vraiment dans comment je peux aider mes petits-enfants. En fait, c'est vraiment le ressort principal, c'est ça. C'est j'ai envie de donner, j'ai envie de les aider, j'ai envie qu'ils réussissent. Et c'est ça qu'ils veulent partager et transmettre. Mais ce qui est vrai, c'est que l'impact très positif, c'est que finalement, ça les nourrit eux-mêmes. Et quand eux-mêmes réapprennent des choses, c'est extrêmement positif pour eux. Et une des meilleures recettes, entre guillemets, parce qu'on donne plein de trucs et astuces pédagogiques, typiquement, quand on apprend une poésie avec un enfant, c'est de dire, demandez à l'enfant de vous faire réciter. Parce que quand l'enfant vous fait réciter, lui-même mémorise beaucoup. Et puis pour vous, c'est excellent aussi en termes cognitifs. Donc en fait, c'est vraiment cette fertilisation réciproque qui est intéressante. Il y a un échange constant, cette fertilisation réciproque. Je reprends votre expression, Hélène, que vous décrivez aussi très bien dans cette France des seniors, Titouan avec Silver Valley, notamment sur les solutions que vous apportez pour pouvoir continuer là aussi à bénéficier de cet engagement incroyable des seniors auprès de la cellule familiale, mais pas que, de la société aussi, sur la façon dont les savoirs numériques des seniors peuvent être justement, là aussi, mis à jour par leurs petits-enfants ou par une génération plus jeune qu'eux. Tout à fait, tout à fait. En fait, sur les pratiques numériques, encore une fois, on est assez loin finalement de l'imaginaire collectif que les seniors sont complètement déconnectés. Aujourd'hui, quand on passe à la retraite en France, on a utilisé le smartphone en entreprise, tout simplement. Donc finalement, on a déjà des capacités à utiliser, on a une certaine mémoire procédurale sur ces outils-là. Et 90% des seniors connectés l'utilisent par exemple pour faire des recherches, pour prendre des rendez-vous médicaux et faire des démarches administratives. Donc c'est vraiment nécessaire que finalement on atteigne cette autonomie numérique et qu'il y ait des solutions qui se développent pour contribuer à ce que les seniors finalement réussissent à faire ces choses-là qui sont indispensables pour finalement vivre correctement dans notre société. Donc c'est plus qu'un enjeu de connectivité simple, c'est un enjeu finalement sociétal que les seniors se connectent parce qu'aujourd'hui déclarer ses impôts, faire un virement à la banque,
Il faut des capacités numériques, des compétences numériques qu'une partie des seniors ont déjà, mais qu'il y a encore une partie qui est exclue en effet. Des seniors connectés absolument à la vie, à la société, à leur famille, des seniors qui jouent un rôle d'amortisseur social en temps de crise, notamment économique. C'est ce que vous rappelez dans cette France des seniors 2022-2027. On continue à parler justement des super pouvoirs des seniors par rapport à la transmission et l'éducation dans un instant avec Hélène et Titouan et Gaël. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap tout de suite d'Edouard Degnaud. يا ويلي لك ولا واحدة يا ويلي يا ويلي يا سلام. That's insane. Oh my god. Oh my god, no. Look at the building. العجائب اللي هون. This club down. Et vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes au bon endroit pour continuer justement à parler des super pouvoirs des seniors face à la transmission et à l'éducation. Avec nos invités du jour, Hélène Boulet-Suppot, fondatrice d'Edukawa, et Titouan Levard, directeur général adjoint de Silver Valley. Mais d'abord, avant de continuer notre débat, Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et Gaël, avec toi aujourd'hui, on entre en pleine saga, la saga Météosat qui nous tient en haleine depuis 1977. Tout à fait, la génération de mes parents qui a, elle, conçu ces satellites et les a envoyés au début des années 70. Il n'y a pas une journée qui passe sans que ces satellites Météosat ne transmettent des données indispensables à notre sécurité au quotidien. Ils alimentent en permanence des calculateurs des centres météorologiques mondiaux pour nous informer du temps qu'il fait, mais aussi du temps qu'il fera. Le satellite Météosat 1, le premier de la série, a été lancé le 23 novembre 1977 depuis Cap Canaveral par une fusée Delta 2914 qui a été fabriquée par McDonnell Douglas. Et depuis Météosat 1, tous ces satellites ont été lancés par des fusées Ariane. Il y en a eu 11 depuis 11 lancés, en plus de Météosat 1, donc 12 au total. Ce sont des milliards d'euros économisés et des centaines de milliers de vies qui ont été sauvées grâce à ces satellites qui nous ont aidés à prévoir le temps qu'il va faire. Des satellites qui ont eux aussi visiblement un énorme super pouvoir. Entre Météosat 1 et Météosat 11, comment est-ce que la technologie a évolué? Alors, tous ces satellites Météosat font partie d'un consortium, de la Coordination Group for Meteorological Satellites, qui comporte 14 agences nationales et internationales, comme l'ESA, l'Agence spatiale européenne, la JAXA, l'Agence spatiale japonaise, d'ISRO pour les Indiens, l'OMM, l'Organisation mondiale de la météorologie, ou même la Commission Océan de l'UNESCO. Et donc, chaque grande nation, chaque grand empire fournit un satellite pour la zone qu'il couvre et sur laquelle il a évidemment un intérêt direct. Donc, on a des équivalents de Météosat européens
Pour les Américains, c'est GOES, G-O-E-S. Pour les Japonais, c'est Himawari. L'électro L pour les Russes, Fengyun pour les Chinois et INSAT pour les Indiens. Si on revient à Météosat, qui est vraiment la constellation gérée par EUMETSAT depuis l'Allemagne, 3 générations de satellites. La première génération, donc celle de Météosat 1, va jusqu'à Météosat 7. De 1 à 7, ces satellites ont été actifs de 1977 à 2017. Donc une belle carrière. Ils sont tellement importants qu'on les lance en général par chevauchement pour qu'en cas de panne d'un des satellites, qu'il y en ait un tout de suite qui soit disponible parce qu'on ne peut plus se passer de ces satellites. Pour faire un peu, pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble un satellite Météosat. Météosat 1, c'est un gros cylindre de 700 kg environ, 2,10 m de diamètre, 3,20 m de long, qui tourne en permanence sur lui-même à peu près 100 tours par minute. Ce satellite va tourner 100 fois sur lui-même par minute. Il voit, pas mal, hein, c'est pas mal. C'est déjà bien. Ça lui permet d'avoir en fait un radiomètre, un instrument principal, qui va scanner en permanence le globe terrestre et qui va voir dans essentiellement 2 bandes spectrales, le visible, la lumière que l'on voit, et l'infrarouge thermique, et l'infrarouge qui est plutôt sensible à la vapeur d'eau. C'est intéressant de voir un peu comment les nuages et la dynamique en fait de la vapeur d'eau. Ils ont une précision, ils avaient, puisqu'ils sont plus actifs, de 2,5 km dans le visible, 5 km dans l'infrarouge, et ça permettait en fait, grâce à cette rotation et la vitesse de scan, de faire un scan toutes les 30 minutes, soit 48 scans par jour. Pour Météosat 2, donc MSG, Météosat Second Generation, on est sur les Météosat 8 à 11, qui ont été actifs depuis 2002. Ils seront actifs jusqu'en 2033. On a un petit peu d'embonpoint, 2 tonnes. Donc là, tu parles du monsieur ou non, le satellite qui est juste derrière lui. Un peu plus gros. Il a l'air très enthousiaste en tout cas. Ouais, il est fan. Il est fan du satellite. 2 tonnes. Ouais. Par rapport aux 700 kg de Météosat 1, 1 à 3 km de finesse de détail. Donc on a augmenté la résolution. 12 canaux, donc 4 dans le visible, 8 dans l'infrarouge. Donc ça permet de faire un scan tous les quarts d'heure. On va diviser par 2 le temps de scan. Et ils sont capables de récupérer des données qui sont sur des stations embarquées dans des avions, dans des navires, sur des sites isolés sur Terre qui sont trop éloignés des centres météorologiques et aussi des signaux de détresse. Donc ça veut dire quoi? Que cette nouvelle génération de satellites MTG, elle nous apporte une précision ultime dont on a besoin notamment pour lutter contre les crises climatiques, contre les phénomènes aussi peut-être de réfugiés climatiques parfois, les situations d'urgence. C'est un outil sur lequel on va pouvoir s'appuyer de façon très précise. Tout à fait. C'est pas pour rien que les nations se sont accords associés. C'est un beau symbole de paix. On est en guerre en ce moment, la guerre en Ukraine et d'autres, à d'autres endroits aussi. Pour moi, Météosat, c'est aussi une capacité de l'humanité de se mettre autour de la table et se dire, OK, voilà, on a un problème, on va être confronté à des crises majeures. Qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre en commun pour pouvoir faire face? Et Météosat et les autres satellites météorologiques, c'est vraiment l'illustration de ça. Et d'ailleurs, la 3e génération de Météosat, la MTG, donc, elle a commencé le 13 décembre dernier, 13 décembre 2022, avec le vol VA259 d'Ariane. C'est Ariane 5 qui a lancé ce premier satellite Météosat de 3e génération. On va aller de Météosat 12 à Météosat 17. Et donc, ces satellites ont encore pris de l'embonpoint, donc ils sont encore plus lourds. Ils pèsent entre 3,6 tonnes et 3,8 tonnes. Le poids, c'est bien. Donc plus on prend de poids, plus on prend de précision aussi. De précision, de capteurs, de capacité à stocker les données, de capacité aussi à transmettre ces données rapidement. Là, cette fois-ci, ce ne sont plus des gros cylindres, mais des satellites qui ne sont même pas des chauves-souris, qui sont plus spinés, comme on dit, qui sont plutôt stabilisés sur 3 axes. Et ces satellites, en fait... Il est toujours aussi content le ouais, monsieur. Il est fan. Il est passionné de ces machines qui sont à 36 000 km de nous quand même. On passe à 16 longueurs d'axe, 16 longueurs d'onde, pardon, donc toujours dans le visible et l'infrarouge. Un scan toutes les 10 minutes, mais on peut descendre aller encore plus vite, toutes les 2 minutes 30 secondes, avec une précision de 500 mètres. Donc on comprend un peu l'embonpoint, ce qu'il permet de faire. On rajoute en plus sur ces satellites la détection des éclairs, de la foudre. On peut détecter des cellules orageuses très violentes. Là, on va pouvoir même descendre autour de la minute pour pouvoir détecter ces éclairs. Des sondeurs verticaux qui permettent de scanner comme un millefeuille, en fait, d'analyser les différentes couches de l'atmosphère. Et ces satellites sont vraiment les nouveaux bras armés des centres météorologiques mondiaux, européens bien entendu avec Météosat, pour pouvoir faire face
à la violence des phénomènes qu'on a connus cet été, observer des feux de forêt, prédire et en tout cas anticiper des phénomènes de sécheresse, des problèmes de maladies sur la végétation. Tout ça est possible désormais avec Météosat 3e génération et ça va encore permettre d'anticiper, d'alerter, de protéger des vies, mais aussi des activités économiques. Alors, est-ce que ça veut dire, et là je fais appel à ta casquette évidemment de météorologue, mais aussi de hacker, qu'on va enfin pouvoir avoir des prévisions météo vachement plus fiables à 7 jours, voire même 10 jours, soyons fous? Alors, on a une fenêtre qu'on n'étend pas au-delà des 2 semaines aujourd'hui en termes de prévision, grâce à ces satellites, mais aussi aux stations sol, grâce à ces stations aussi qui sont embarquées sur énormément de navires et d'avions. C'est tout ça qui permet de nourrir les modèles météorologiques qui, d'un côté, et l'ordinateur quantique peut-être demain nous permettra d'accélérer les vitesses de calcul et le volume de données traitées, mais de l'autre, effectivement, ces capacités spatiales, elles nous permettent d'observer le plus vite possible des phénomènes qui sont très violents et qui évoluent de plus en plus vite à cause du réchauffement climatique, mais aussi, je l'espère, de repousser, et ça va être le cas, de repousser de quelques heures à quelques jours la finesse et la précision des prévisions météorologiques. Bon, donc réponse peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Merci infiniment, Gaël Musquet. C'est une science qui est en permanente évolution, Absolument. mais on progresse chaque année. Une science qui évolue et on le voit énormément de technologies sur lesquelles évidemment on peut s'appuyer pour pouvoir mettre la météo comme bras armé de la lutte contre le réchauffement climatique. On continue, nous, à parler tech, mais pas que, justement, avec ces super pouvoirs des seniors. Aujourd'hui, vous le savez, on en parle dans l'école du futur avec Hélène Boulet-Suppot et Titouan-Levar. C'est tout de suite la deuxième partie de notre talk. Et actualité oblige, au moment où la réforme des retraites est en plein débat et que ce débat bat son plein notamment, on a envie de se référer encore une fois à l'étude que vous publiez, Titouan, avec Silver Valley, cette étude sur la France des seniors. Une photographie et une anticipation aussi 2022-2027. Vous le disiez tout à l'heure en première partie de cette émission, les chiffres sont là et les chiffres sont absolument prégnants. 23 millions d'heures de garde hebdomadaires sont assurées par les grands-parents pour leurs petits-enfants. C'est l'équivalent de 650 000 emplois à temps plein. Ça veut dire quoi? Que cette réforme des retraites, si on avance l'âge du départ à la retraite, elle peut nuire à l'engagement des seniors? Ce sera forcément différent si en effet il y a un avancement de l'âge de la retraite. Alors je ne pense pas que ce soit notre rôle de dire si c'est une bonne réforme, une mauvaise réforme. C'est pas du tout. Mais si on regarde les chiffres, tout simplement. Mais si on regarde nos chiffres, en tout cas, en effet, ces heures de garde, toute cette transmission, ces rôles de président d'association, d'engagement dans la vie citoyenne et vie publique locale, forcément vont être un tout petit peu décalés. C'est une valeur finalement non économique, difficilement palpable en termes de points de PIB qui va finalement disparaître, mais qui est quand même finalement, comme on disait, un rôle un amortisseur social pour le senior. Donc évidemment, ça va changer certaines choses, pardon. Oui, parce que si on reprend encore une fois cet exemple, parce qu'il est très parlant, des heures de garde, le service marchand, il existe, il y a des solutions monétisables et monétisées qui sont là, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas parce que les familles n'ont pas forcément le budget à consacrer pour ça. Alors, en effet, ça représente toujours un budget. Les seniors, dans l'étude, on dit aussi qu'ils ont un rôle de transmission financière pure auprès de leur famille. C'est-à-dire, ils vont mettre un peu d'essence dans la voiture, ils vont faire goûter les petits-enfants, ils vont aller les chercher à l'école, ils vont payer une nouvelle paire de chaussures. Donc, ils ont une valeur économique en flux direct et une valeur économique finalement de remplacement et d'économie pour ces familles qui n'ont pas forcément besoin de payer une nourrice ou quelqu'un pour garder les enfants. Ouais. Et quand on regarde la question du soutien scolaire, finalement, Hélène Boulet-Suppot, avec Educawa, vous surfez sur la même tendance, le fait que ces grands-parents puissent s'engager parce qu'ils ont le temps de le faire, et une fois qu'ils sont remis à la page sur les programmes scolaires du CP au CM2 de leurs petits-enfants, pouvoir assurer cette partie de soutien scolaire, d'aide aux devoirs. Si, encore une fois, cet âge de départ en retraite venait à être avancé, est-ce que vous auriez autant de disponibilité des grands-parents sur Educawa, sur la plateforme ? Alors, vous avez quand même aussi un phénomène parallèlement qui est l'élévation de l'âge du premier enfant. C'est-à-dire que l'âge auquel on devient grand-parent recule
effectivement aussi, parce que l'âge auquel on devient parent recule. Donc, je tempère par le fait que on part à la retraite plus tard, mais on devient aussi grand-parent plus tard. Alors, moi, j'espère que je vais être grand-mère bientôt. Et j'ai l'intention... Tu t'appelles du pied à vos 4 enfants. Si je dévoile la vie des invités sur le plateau. Et j'ai encore l'intention, enfin, je me sens... J'ai 56 ans, je me sens extrêmement jeune et pleine d'énergie. Et j'ai l'intention de continuer à travailler très longtemps. Et en même temps, de réussir à dégager un peu de temps pour mes futurs petits-enfants. Alors comment c'est possible? C'est que il y a aussi un phénomène qui est différent. Même si l'âge de la retraite recule, on ne travaille plus de la même façon. Éventuellement, on voyage moins. Et si on est en emploi, effectivement... Eh bien, quelquefois, on a des horaires allégés. Quelquefois, aujourd'hui, on travaille aussi à domicile. Et puis, finalement, on est un soutien pour les enfants, mais pas un soutien permanent. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de ce soutien, c'est qu'il y a assez peu de grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants tous les jours. Dans la plupart des cas... C'est un soutien ponctuel. C'est un soutien ponctuel qui est extrêmement précieux, parce que quand on est parent... Ce soutien ponctuel, ça règle des crises. Et ces règlements de crise, c'est super important pour les parents. Donc, je tempère un petit peu le fait que l'âge de la retraite l'élévation de l'âge de la retraite... Pourrait mettre un coup d'arrêt à l'engagement des seniors. Oui, parce que de toute façon, les seniors vivent aussi plus longtemps. Ils vivent surtout en bonne santé plus longtemps. C'est ça qui est super important. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que cet engagement, que ce soit un engagement bénévole, un engagement dans des associations, un engagement politique aussi, parce qu'il y a énormément de mairies qui tiennent grâce aux seniors, eh bien, il est poursuivi un peu plus longtemps qu'avant. Donc, c'est important de parler de cet âge, rester à la retraite en bonne santé, en prenant soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est faire travailler son corps, son esprit, son lien social, son utilité sociale. Eh bien, ça permet de continuer plus longtemps. Oui, ce côté win-win justement du bien vieillir, encore une fois, l'étude que vous avez publiée avec Silver Valley, elle le montre de façon absolument claire, nette et précise. Oui, nos seniors sont en bonne santé, c'est une bonne nouvelle encore une fois, mais parce qu'aussi ils peuvent jouer pleinement leur rôle d'utilité sociale. Tout à fait. Nous, on a annoncé ce chiffre-là. 90% des seniors qu'on a interrogés sur un échantillon représentatif se sentent en bonne santé. C'est un ressenti, un ressenti qu'ils ont. Et en effet, le chiffre que disait Hélène, auquel elle fait allusion, c'est l'âge sans incapacité qui est aujourd'hui, quand on passe à la retraite, on a 11 ans environ de vie sans incapacité. On ne parle pas d'arriver dans la dépendance, on parle juste de... On n'est pas sur le grand âge. Exactement. Là, on est encore sur nos fameux nouveaux vieux de tout à l'heure, qui sont extrêmement jeunes quand même. En effet, 11 ans de retraite environ sans incapacité. Et évidemment, tout ça, ça donne le temps de faire beaucoup de choses. Et auprès de sa famille, c'est environ à 65 ans, je crois, qu'on devient grand-parent en moyenne en France. Et ça laisse du coup, encore une fois, beaucoup de temps pour pouvoir remettre à jour ses compétences, les transmettre aussi. Je crois qu'il y a notamment dans cette étude un rôle clé qui est là aussi souligné, c'est celui du mentorat que les seniors peuvent apporter, notamment dans la formation professionnelle et dans les lycées professionnels. Aujourd'hui, finalement, c'est peut-être plus simple de faire appel à ces savoir-faire et du coup, ces publics qui ont le temps de venir les partager dans les lycées professionnels. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, il y a différentes façons pour ça. Ce qui est important de noter, c'est ce que disait Hélène, c'est pas forcément... on n'apprend pas que des savoirs purs de maths ou de français. Il y a une senior qui nous disait, en fait, nous, c'est l'ingénieur de la famille qui
qui apprenait finalement des savoir-vivre, des savoir-être en entreprise. Faire sa prise de poste, sa première prise de poste à la sortie d'études, c'est quelque chose que les grands-parents aussi transmettent. Et le mentorat de compétences, en effet, il se fait de différentes façons. Donc là, à peu près, c'est 20% seulement des seniors qui font du mentorat de compétences par an. Donc c'est une vraie perte de savoir, en tout cas quand on passe à la retraite. Aujourd'hui, il y a différents vecteurs. Il y a des associations qui sont très bien structurées aujourd'hui en France. Je pense à l'association EG, qui est des anciens cadres dirigeants qui aident ou des jeunes entrepreneurs ou des lycéens à faire leur CV. Voilà, c'est des millions finalement de petits cas d'usage qui permettent à des jeunes qui se lancent dans la vie ou alors qui entreprennent d'être aidés alors sur un bilan comptable, sur du marketing, sur un rôle de RAF, enfin responsable administratif et financier. Ouais. Ah oui, merci d'avoir décodé pour nous sur ces rôles de RAF, mais pas que. Gaël, tu peux partager notamment une expérience que tu tiens d'une des parties de tes activités à Vernon, pour ne pas citer cette belle ville, n'est-ce pas, de Normandie. Là aussi, les seniors sont extrêmement importants dans la transmission qu'ils vont pouvoir témoigner envers la Gen Z. Complètement, pardon. C'est des personnes en plus qui sont hyper actives au conseil municipal de Vernon, où je suis amené parfois à échanger, et qui en même temps transmettent la passion, leur métier, font découvrir les métiers aux plus jeunes. Et je pense que ça se voit un peu sur mes chroniques. J'ai toujours ce réflexe de me référer un peu à l'histoire, parce que ces personnes ont eu, tout au long de leur carrière, mis un point d'honneur à accompagner des jeunes comme moi, qui derrière transmettent ces savoirs à des plus jeunes à l'occasion des stages. Donc, ça permet aussi, moi, de faire le lien entre parents aujourd'hui, entre cette génération qui est partie à la retraite et celle qui est encore scolarisée. C'est hyper important. J'ai eu la chance, en tout cas, moi, au début de ma carrière professionnelle, d'en profiter. Et donc, j'essaie au maximum vraiment de transmettre ces passions aussi, ce savoir-être en entreprise, puis transmettre aussi l'histoire. Ces anciens, ce sont aussi notre mémoire. Et au moment où ils s'en vont, malheureusement, souvent tôt, à cause de la pénibilité des métiers sur lesquels ils étaient, on a besoin, sur ces métiers qui, en plus, aujourd'hui, sont en tension, de transmettre ses passions, et donner le goût du métier, et que ces jeunes puissent aussi apporter de nouvelles méthodes pour rendre ces tâches, rendre ces métiers moins pénibles et encore plus passionnants. Le mentorat, Hélène, c'est une façon de redonner leur chance aux seniors, mais aussi aux enfants. Oui, parce qu'en fait, les enfants ont besoin d'abord qu'on fasse attention à eux. Ça, c'est la première chose. Et ils ont besoin d'apprendre des savoir-être avant tout. C'est ce qu'on appelle aussi en pédagogie les compétences psychosociales. Et ça, c'est quelque chose que les grands-parents... Enfin, c'est la première chose, le premier élément absolument essentiel, et même au-delà de tout ce qu'on propose en termes de contenu, décortiquage de contenu scolaire sur Educawa, la première chose qu'on propose, c'est ce qu'on appelle les gestes pédagogiques quotidiens. Comment est-ce que je transmets des savoir-être en termes d'attention, en termes de concentration, en termes par le jeu, ne serait-ce que par le jeu. Quand vous jouez aux cartes, vous apprenez à jouer avec des règles. Vous apprenez à suivre des règles, vous apprenez à gagner et à perdre. C'est des choses extrêmement importantes en termes de transmission. Et puis, c'est le moment d'échanger et d'en apprendre sur ses racines. Et les enfants ont essentiellement besoin de repères, spatiaux, de repères temporels, de façon à se sentir en sécurité. Et quand vous avez des plus âgés qui transmettent l'histoire d'une famille, eh bien, on construit ces repères. Et alors, ces repères, les enfants, parfois, ils ne veulent que de taper dessus, et en sortir. Mais en fait, le fait qu'ils existent, même si ça donne envie de se rebeller contre ces repères, c'est extrêmement positif pour la construction des enfants. Et donc, le mentorat, je dirais, en dehors de toute transmission purement scolaire, est extrêmement important, ou de savoir-faire très précis, est extrêmement important pour recevoir à la fois des racines et des savoir-être. Et l'empathie aussi, en général, je l'observe sur les enfants, sur les miens déjà, la capacité d'obéir à une consigne, qu'elles viennent de leur mère. C'est étonnant. Qui a 41 ans, de leur grand-mère qui a 59 ans, ou de leur arrière-grand-mère qui a 102 ans. Ils ont beaucoup plus d'empathie, en tout cas...
plus de tendance, en tout cas, à être dans l'empathie avec les grands-parents, voire les arrière-grands-parents, qu'avec nous. Bizarrement. Là aussi, c'est de l'empathie inversée. On a 1 minute, les amis, pour pouvoir se donner l'ampleur aujourd'hui de la Silver Economy. Silver Valley, je le rappelle, Titouan, c'est ce cluster, le premier cluster en Europe, d'ailleurs, leader de la Silver Economy. Vous mettez au point, où vous hébergez, où vous accélérez des solutions qui permettent justement de répondre aux besoins à la fois des seniors, mais aussi de leur entourage. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est une économie qui est indispensable parce que c'est celle qui prépare aussi notre futur. Elle est indispensable de deux façons, je dirais. Je vais raisonner en type de structure, c'est-à-dire qu'il y a des structures spécialisées qui font des propositions de valeur dédiées aux seniors, et finalement, il y a toutes les autres. N'importe quelle banque, n'importe quel magasin de sport ou institution, aujourd'hui, ils ont des bénéficiaires ou des clients qui sont la proportion la même qu'en France, c'est-à-dire 30%. Donc, eux doivent réajuster leur proposition de valeur, leur façon de faire pour s'adapter finalement à cette population senior, cette population vieillissante. Et en ça, la Silver Economy, finalement, elle est très, très transversale. Elle touche absolument tous les secteurs de la société. Donc, finalement, indispensable en tout cas pour préparer la société du futur. Et je rappelle que Edukawa fait notamment partie du réseau Silver Valley. Et voilà, donc toutes les technologies, toutes les solutions, les EdTech notamment, peuvent être justement mises à profit pour trouver des solutions pour les seniors, des seniors qui jouent un rôle d'amortisseur social en temps de crise économique. On ne saura que trop le répéter sur ce plateau. Merci infiniment Titouan Levard pour Silver Valley. Merci évidemment Hélène Boulet-Suppo pour Edukawa. On vous retrouve sur la plateforme Edukawa. Et merci à Gaël Musquet. On se retrouve demain, dis donc, dans l'école du futur. C'est parti. Allez, à demain.